Bienvenue à l'École militaire de Paris pour les 4e rencontres parlementaires sur la cybersécurité. Les acteurs clés du secteur sont venus apporter leur expertise sur la montée des risques numériques et sur des questions essentielles. Comment mettre en œuvre la stratégie nationale pour la sécurité numérique définie par la France en 2015 ou encore comment favoriser une autonomie stratégique européenne en la matière. Bienvenue à tous pour cette 4e édition des rencontres parlementaires de la cybersécurité. Depuis mai 2012, nous avons organisé plus de 48 petits déjeuners débats mensuels sur le sujet, créé une journée annuelle à Fleurance, dans le Gers, consacrée à la cybersécurité dans les territoires, dont la 3e édition se déroulera les 6 et 7 juillet 2017. Et aujourd'hui, nous avons eu près de 600 inscrits pour cette journée, autour de 50 orateurs et 8 ateliers. Notre pays est confronté à une gamme de plus en plus étendue de menaces. Ce qui change, c'est l'étendue des menaces, la nature des menaces. Ce domaine où les Américains ont toujours de l'avance sur nous oblige effectivement à converger collectivement. C'est un domaine, avec les menaces sanitaires, où la souveraineté se partage. Je considère que c'est une chance, l'Europe, pour faire de la cybersécurité. Si on a des zones de non-droit numérique qui se développent à nos frontières au sein même de l'Europe, je suis certain que même si on a une approche purement égoïste, très rapidement, ça va se retourner contre nous. Donc on a absolument besoin d'une sorte de coordination européenne et d'homogénéité européenne. Et donc il est urgent d'essayer de se donner des règles pour essayer de bâtir, pas pour tout de suite, quelque chose qui ressemblerait à, comme nous avons bâti une sécurité collective, quelque chose qui pourrait ressembler à une cybersécurité collective. Les questions du public et la table ronde qui s'ensuit ouvrent le débat et mettent le doigt sur des questions d'application très concrètes. La stratégie du groupe, c'est quand même une stratégie européenne. Donc nous, et là c'est une opportunité pour nous dans ce système-là, très clairement. Parce que ça nous permet de nous harmoniser avec les autres opérateurs postaux et on sait garantir au moins que sur tout ce qui sera courrier électronique, tout ce qui sera les échanges qu'on a l'habitude de faire entre opérateurs postaux, on sera au rendez-vous européen. Est-ce que les autorités de contrôle dans d'autres pays auront des compétences équivalentes à celles de la France, qui sont énormes, pour assurer que la chaîne de confiance qui sera mise en place dans les autres pays sera de même qualité ? Est-ce que les cahiers des charges seront équivalents ? Est-ce qu'il y aura une harmonie ? Probablement oui, en l'occurrence. Avoir une vision européenne, c'est un petit peu compliqué parce qu'elle est hyper fragmentée. Parce que je pense que la problématique de l'identification et de l'authentification, c'est qu'on est sur des schémas en soi nationaux, régionaux, entreprises, corporatistes. Donc on a des centaines de schémas d'identité numérique en Europe. Donc le jour où nos amis allemands ont déclaré leur carte d'identité électronique allemande niveau haut, la France sera obligée pour tous ses services publics de l'accepter. Donc toute la question que l'on se pose, c'est comment développer une industrie européenne, une recherche européenne. Et ça, on le fait grâce à un travail très intelligent avec l'agence européenne, l'ENISA. On le fait avec un travail intelligent avec la Commission européenne qui a compris ces enjeux. Et donc on va avoir un gros travail à la fois capacitaire, réglementaire, stratégique même, à mener avec la Commission européenne, avec les autres États membres, de manière à être plus forts ensemble, avoir enfin cette cohérence sur la plaque européenne vis-à-vis de nos grands alliés ou de nos grands adversaires à l'échelle internationale. Un sujet qui ouvre la question de l'identité numérique. Quel traitement par l'administration, par les opérateurs privés ? Comment la gérer ? Comment la protéger ? Le cloud en matière d'identité numérique pose un certain nombre de nouvelles questions. Par exemple, le fait que l'on confie à un tiers le soin de gérer des identités. Ce qui veut dire qu'il faut avoir confiance en ce tiers. Donc le fournisseur d'identité dans le cloud doit nécessairement être un fournisseur de confiance et donc il doit apporter les preuves de cette confiance. Aujourd'hui, par exemple, qui sait ce que veut dire le temps de travail ? Quand vous vous connectez avec votre mobile et que vous commencez à envoyer des emails dans le train, plus personne ne sait. Qui sait ce que c'est que l'accessibilité au service quand vous n'avez plus besoin d'aller au guichet de la SNCF pour prendre un billet de train ? Et aujourd'hui, il y a aussi des nouvelles solutions qui existent via justement le très haut débit sur le télétravail. Aujourd'hui, quand vous êtes dans une zone où il y a suffisamment de débit, vous pouvez rester chez vous 1 jour, 2 jours, 3 jours par semaine pour travailler en ligne. Dans la relation entre l'administration et les citoyens, l'identité numérique, c'est quand même un levier assez important d'amélioration. La première raison, c'est que, en fait, aujourd'hui, dans la plupart des cas, vous avez à peu près un identifiant mot de passe par site auquel vous vous connectez, que ce soit les sites administratifs ou même les sites privés. Et ça, c'est quand même un fort irritant pour les usagers. Et puis, c'est un risque de sécurité, parce que des tas de personnes qui sont, bien entendu, en dehors de cette salle, du coup, les écrivent dans des carnets ou des post-it, et puis ça encourage les fuites.
Deuxième chose, c'est que en fait, ça coûte cher aux administrations. Mettre en place des systèmes qui gèrent des logins, mots de passe, voire délivrer des identités numériques de niveau plus élevé, si chaque administration le fait dans son coin, ça coûte très cher. Et ça, c'est de moins en moins acceptable. Est-ce qu'il va rester des fournisseurs français qui va leur donner finalement des accréditations suffisantes? On doit avoir effectivement des industriels qui fournissent des offres de qualité et qui doivent innover par rapport à leurs concurrents pour pouvoir proposer des solutions qui aient de réelle valeur ajoutée. Alors, on essaye de soutenir justement ces sujets d'innovation et d'expérimentation au travers d'un certain nombre de dispositifs. On a lancé récemment un appel à projets spécifiques sur la sécurité dans le cadre du programme des investissements d'avenir qui comprend notamment un volet sur la mise en place d'un projet pilote à l'échelle de la filière de sécurité sur l'identité numérique. On a d'autres dispositifs également dans le cadre du programme des investissements d'avenir, comme le concours d'innovation numérique qui vise à soutenir des développements de PME innovantes, de start-up sur un certain nombre de thématiques applicatives comme la fintech, comme tout ce qui est loisirs, tout ce qui est médias, et qui là aussi peuvent offrir des opportunités de développement de la sécurité pour le développement des usages. Eh bien, sur les enjeux judiciaires, j'allais dire que la question reste ouverte parce que ça va dépendre du niveau de confiance qu'on pourra accorder à cette identité numérique. Alors, tout le monde vient de dire que chacun, finalement, va se créer sa propre identité numérique. Pour l'instant, ce n'est pas l'État qui va nous la donner, comme en Estonie, où quand on est, on a sa carte d'identité. Et puis, on peut payer avec, on se connecte au service public. Enfin, on est vraiment dans la e-société. C'est vrai que ça peut inquiéter au niveau du judiciaire. Forcément, quelqu'un va trouver de la fraude à faire. Eh bien, il faut savoir quand même que toutes les infractions, ne serait-ce que sur la fraude documentaire aujourd'hui, dépendent de l'usurpation de l'identité. Et ce sont des fraudes massives. Donc, soit on a vraiment une identité numérique de confiance, et là, je serai assez tranquille pour l'avenir, mais j'attends de voir quand même, parce que quand on va devoir reconnaître les autres identités, je suis d'accord que ça va être difficile de coopérer au judiciaire avec les autres pays. Il va falloir qu'on progresse dans les natures de coopération, ainsi que dans qu'est-ce qu'on va échanger comme données. Les enjeux de la sécurité numérique au cœur des échanges également lors des 8 ateliers de l'après-midi sur la cyberassurance, la directive NIS, les objets connectés, le cloud, le big data, la sécurité des smart cities, des questions, des réponses et encore de très nombreux échanges sur les stands de démonstration. L'intérêt pour Airbus DS Cyber Security, c'est d'être au milieu de son écosystème, notamment aujourd'hui avec des acteurs à la fois institutionnels et de l'industrie. À la table ronde, nous étions avec les différents représentants. Nous avions la NSSI, la DGA, la Marine, et puis des grands industriels et d'autres personnes qui étaient intéressées pour connaître nos axes de développement sur le sujet de la sécurité des systèmes industriels. Le pôle d'excellence cyber a été créé en 2014 par le ministère de la Défense au titre du pacte défense cyber et par la région Bretagne au titre du pacte d'avenir. Nous comptons aujourd'hui une cinquantaine de partenaires, donc à la fois des partenaires militaires, ministère de la Défense, mais aussi des partenaires civils, des partenaires publics, des partenaires privés, des chefs d'entreprise, des chercheurs. Nous avons 13 grands industriels qui sont partenaires du pôle d'excellence cyber, les acteurs traditionnels du monde de la défense tels que Thales et DCNS, mais aussi des opérateurs tels que La Poste ou EDF. Des acteurs de la cybersécurité très attentifs à un environnement en pleine évolution. Alors, à l'année prochaine pour la 5e édition.